Un beau jour, nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. C'est le gentleman chanteur béninois Gégé Viqué qui a mis ses paroles en musique dans son célèbre titre « La roue tournera ». Et oui, Gégé Viqué, oui, nous tous, la roue tournera un jour. Et elle tourne la terre, faisant défiler les semaines, faisant danser les jours et nous offrant aujourd'hui même une nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Twi TV. Première audience de la semaine pour votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs qui se penche sur les transitions politiques en Afrique de l'Ouest. Pour en parler, le Collège des juges du tribunal de l'actualité siège aujourd'hui au grand complet et certainement en grande forme, n'est-ce pas Bernard Bougman? Oui, tout à fait. Et bonjour, Président, bonjour juge Baha, bonjour juge Ouedraogo, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président Tomondi, bonjour juge Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour. Juge Bougma, bonjour. Juge Baha, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité, la première de la 48e semaine de l'année 2022, qui s'ouvre avec les avant-propos des juges que je convoque à présent. Avant-propos des juges, et nous commençons par vous, juge Bernard Bougman. Merci Président. Comme aujourd'hui c'est lundi, je vais sacrifier à cette tradition. D'ailleurs, vous avez dit tout de suite que la roue tourne. Donc comme elle tourne, elle finira par arriver. Et à propos d'ailleurs, j'ai une citation, je cite: « De bonnes choses sont à venir sur ta route. Il ne faut simplement pas arrêter de marcher. » C'est une citation de Robert Warren Painter Jr. Et d'ailleurs, Lao Tzu a dit: « Les nouveaux commencements sont souvent déguisés en fin douloureuse. » Les nouveaux commencements sont souvent déguisés en fin douloureuse. Donc, par rapport à ce qui nous arrive au quotidien, parce que bien avant que les questions terroristes et de sécurité ne s'invitent sur notre sol, nous faisons chaque jour face à de nouveaux défis de développement, de nouveaux défis d'amélioration du quotidien. On était déjà dans ce combat personnel, individuel et ou collectif, quand la question du terrorisme s'est invitée. Et donc, que nous n'arrêtions pas de marcher, la roue tourne, ça finit par arriver. Effectivement, les nouveaux commencements ont parfois des fins douloureuses déguisées. Le Rwanda est un exemple d'un pays qui est venu de loin aujourd'hui, qui frise le respect, comme on appelle, qui impose le respect, et vers qui d'autres pays partent prendre un bon exemple, plein des exemples de développement. C'est sûr, comme vous l'avez dit, un jour, l'étoile va briller. L'étoile à 5 branches de notre drapeau va briller au firmament des nations. C'est pour souhaiter une très bonne semaine aux uns aux autres, un très bon lundi, et que cette semaine soit une semaine de courage, de persévérance, de paix et d'amour. Oui, c'est vrai, il faut y croire. Un jour, nous serons assez forts pour contrer ces vents contraires qui nous assaillent de toutes parts. Juge Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la Côte d'Ivoire. On a vu le week-end, samedi donc, Blé Goudé, le général de la rue comme on l'appelait, rentrer donc à Abidjan. Il y a eu beaucoup d'arrangements pour que cela soit possible. On sait qu'avec le cas Gbagbo, ça a été pareil. C'est vrai que leur acquittement du côté d'Abidjan n'était pas vu de facto comme une rentrée logique et facile. Donc ça devrait être négocié, même si pour beaucoup, ça devrait être aussi naturel, puisque quand vous envoyez des gens se faire juger, quand on dit qu'il n'y a rien à y voir, il faut accepter de les accueillir, puisque c'est vous qui les y avez amenés. Maintenant, je pense qu'il y a l'option qui a été celle de Blé Goudé de rentrer sans triomphalisme. Je pense que ça, c'est à saluer. Parce que c'est vrai qu'on vous dit que vous êtes acquitté. On a cherché dans ce qui devrait avoir comme responsabilité pour vous de façon directe dès les 3000 morts qu'il y a eu dans la crise. Je crois que du côté de la CPI, il n'y a pas eu grand-chose. Donc voilà pourquoi est-ce que ce soit Gbagbo Laurent ou Blé Goudé, ils ont été acquittés. Mais il y a une responsabilité qui demeure. Les 3000 ne sont pas tombés comme ça. Et puis, nous on parle depuis le Burkina Faso, on sait qu'il y a eu un discours fâcheux qui a mis à mal beaucoup de nationalités étrangères en Côte d'Ivoire. Et dans ce discours fâcheux-là, ces politiques y ont joué pour beaucoup. C'est vrai qu'on entend le pardon
qui est donné à demi-mot, mais peut-être que ça se fera de façon plus affirmée. Mais je dis, c'est tout ce sentiment-là qui revient un peu à la surface pour beaucoup. Donc, le retour sans fanfare comme ça, ou dans la mesure des enjeux, je crois que c'est à saluer. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Il y a une Côte d'Ivoire qui a besoin de se reconstruire, c'est vrai. Et puis, n'oublions pas que les démons d'hier ne sont jamais loin. Il faut toujours faire attention. L'histoire devrait nous enseigner et on doit en tirer leçon. Des choses graves peuvent arriver, mais je pense que on grandit et on se relève en acceptant de regarder là où on est tombé et pourquoi est-ce qu'on est tombé, et puis ne pas répéter les mêmes erreurs. Ah, mais ça c'est très bien dit. On grandit en regardant là où on est tombé, mais pas en restant là où on est tombé, en se relevant pour aller beaucoup plus de l'avant. Juge Inoussa Ouedraogo, votre avant-propos du jour. Merci Président. C'est vrai qu'il faut toujours regarder là où on a trébuché, et la culture est un facteur déterminant pour savoir là d'où on vient. Et cette semaine est une semaine riche du point de vue culturel au Burkina Faso. On a les nuits atypiques de Koudougou qui démarrent donc cette semaine avec le thème culture et cohésion sociale. On a besoin de cohésion sociale dans ce pays et la culture peut aider. Et cette semaine également, on a les rencontres musicales africaines qui démarrent à Ouagadougou du 1er au 3 décembre à Ouagadougou. Donc, c'est des acteurs culturels qui apportent leur contribution à la cohésion sociale, mais aussi à ce qu'on appelle justement la résilience face à tout ce que nous vivons, et ces acteurs culturels-là apportent ce qu'ils peuvent afin donc qu'on puisse avoir une bouffée d'oxygène, afin qu'on puisse respirer un peu, parce que effectivement avec la situation sécuritaire on commence à étouffer aussi bien sur le plan économique que sur d'autres plans, et évidemment la culture peut apporter un baume au cœur. Bravo donc à ces acteurs culturels, à Koudbi-Kwala du côté de Koudougou et à Alif Naba du côté de Ouagadougou, parce que comme je l'ai dit, cette semaine sera riche en culture. Une semaine riche en culture. Bravo pour les REMA qui ont su rester résilients après ce report qui a eu lieu. Mais on a quand même un pincement au cœur pour la Semaine nationale de la culture qui finalement est reportée en raison de la situation sociopolitique, mais surtout aussi de la situation sécuritaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité sur la télévision interactive True TV en simultané sur Radio Watt FM. C'est la 100.7 en modulation de fréquence et nous parlons aujourd'hui des transitions politiques en Afrique de l'Ouest et d'abord au Burkina, charité bien ordonnée commençant par soi-même, puisque le président de la transition a reçu le 26 novembre dernier une délégation de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, venue évaluer l'évolution de cette transition au Burkina Faso. Reconquête du territoire sous contrôle terroriste, résorption de la crise humanitaire, retour à l'ordre constitutionnel ont meublé, n'est-ce pas Bernard Bougouma, les échanges entre le médiateur de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, et Ibrahim Traoré. Oui, tout à fait. Et de toute façon, ça rentre dans l'exercice normal des fonctions du médiateur, qui a des rendez-vous périodiques au niveau du Burkina. On se souvient qu'au lendemain d'ailleurs du coup d'État, il s'est dépêché à Ouagadougou. La rencontre avait été tenue au niveau de l'aéroport pour situer rapidement les choses et puis passer à un autre niveau. Donc c'est sûr que cette présence, naturellement, parce que après il y a eu l'adoption de la charte, il y a eu le gouvernement a été mis en place, l'ALT a été installé, son bureau a été mis en place, donc le boulot normal de comme on appelle ça, cette vie institutionnelle à tous les niveaux a commencé. Donc partant de là, effectivement, il y a à venir regarder pour voir comment est-ce que les choses évoluent, et comment est-ce que on avance, et puis certainement c'est une CEDEAO qui a toujours sur la table, même quand elle discute avec vous, en lorgnant la date des élections prochaines. Donc c'est cette préoccupation aussi. Mais cela ne peut pas se faire aussi sans
sans qu'on puisse relever le défi sécuritaire à un certain niveau. Donc, rendez-vous normal dans le cadre de l'exercice de ces fonctions. Ce que moi je pourrais ajouter, c'est que prochainement, il faut veiller également à ce que ces messieurs-là puissent toucher du doigt aussi les réalités. Et puis, ce n'est pas compliqué. En hélico, à quelques kilomètres de Ouagadougou, ça peut permettre de voir certaines réalités. Ou bien un déplacement dans une des zones, surtout des sites déplacés. Je pense que ça peut donner une autre lecture pour que les uns et les autres puissent naturellement bouger les lignes. Parce que si on a une force en attente qui n'attend qu'à déloger des putschistes, on a vu pour Yaya Jammeh ce que la CEDEAO a déployé comme arsenal. Oui. Macky Sall s'étend d'ailleurs transformé en, comment on appelle ça, en chef de guerre. Donc au Mali, quand la question du terrorisme a commencé, on a entendu parler que l'activation de la force en attente pour aller déloger des putschistes. On a des terroristes effectivement à combattre. Je pense que c'est un rendez-vous où il faudrait également pouvoir tenir ce discours de vérité là, même s'il faut l'envelopper de façon diplomatique à ses émissaires. Oui, c'est vrai que le médiateur dit sa satisfaction, mais en même temps on ne l'a pas vu sur le terrain. Geoffroy Wara, il est passé faire une évaluation. Cette évaluation s'est faite de façon diplomatiquement correcte? Non, je crois aussi qu'il ne faut pas limiter la question de la médiation au médiateur lui-même. Il travaille avec un collège, donc il y a... Quand on a vu avec les visites précédentes, même sous Damiba, on a vu qu'il il était précédé d'abord par des collaborateurs qui prenaient langue avec notre ministère des Affaires étrangères. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient faits. Donc, pour moi, ça, il ne faudrait pas seulement limiter la chose à la personne même du médiateur. Maintenant, c'est normal que le temps faisant, ils viennent demander où est-ce qu'on en est pour ce qui est de peut-être la feuille de route sur laquelle ils sont en train de travailler ensemble. Sous Damiba, on parlait de compromis dynamique. Cette fois-ci, je ne sais pas quel est le contenu de la chose, mais je pense que la partie burkinabé a donné de là en disant on va respecter les délais qui avaient été initialement pris. Donc, pour moi, ça met déjà la CEDEAO dans une posture de confiance et de se dire bon, on va regarder pour voir. Je crois que c'est pour cela aussi qu'on n'est pas tant dans le dans le contrôle plus que dans la confiance, parce que venir voir si ce que vous dites c'est vrai, c'est qu'on n'est pas trop confiant. Oui. Celui qui vient d'arriver, c'est quoi? Le coup d'État, c'était le 30 septembre. On est en novembre, pratiquement fin novembre. On a moins de 2 mois. Et le Premier ministre a été nommé il n'y a pas si longtemps. Il vient de passer devant la représentation nationale. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui, pour moi, sont pris en compte. Maintenant, c'est bon qu'ils reviennent, reprendre langue avec celui qui aujourd'hui est aux affaires et se rassurer que la boussole reste toujours la même avec les mêmes repères qu'ils se sont donnés. Donc c'est comme ça que moi je conçois la chose. Et en plus, il y a quand même le 4 décembre une grande rencontre qui est en train de se faire. Le Burkina sera l'un des sujets sur la table et c'est sûr que c'est le moment pour le médiateur comprendre un certain nombre d'éléments, parce que n'oublions pas aussi que du fait de la posture principielle, lorsque vous faites un coup d'État, vous êtes suspendu. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas droit au chapitre et à la table de la même façon. Donc ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui soit porteur aussi, quoi qu'on dise, de votre message, de vos arguments. Et c'est ça aussi un peu le rôle du médiateur. Donc je pense que ça n'est que logique qu'il vienne discuter avec le président de la transition. Logique, Inoussa Ouedraogo, d'autant que cette rencontre entre le médiateur et le président de la transition intervient, comme l'a souligné Geoffroy Wara tout à l'heure, à la veille du prochain sommet de la CEDEAO prévu le 4 décembre 2022 à Abuja, la capitale fédérale nigériane. Tout à fait. Cette rencontre est justement une rencontre préparatoire de la rencontre d'Abuja en décembre, le 4 décembre prochain. On peut comprendre aisément donc que le médiateur est venu échanger avec les différents acteurs pour savoir là où nous en sommes. Est-ce que les calendriers seront respectés? Est-ce que les engagements qui ont été pris seront respectés? Et donc pour moi c'est une tradition, c'est dans la norme des choses que le président Issoufou, donc qui est le médiateur,
viennent échanger avec les différents acteurs. C'est bien qu'il aurait été bien, à mon avis, que le médiateur élargisse la palette des personnes à rencontrer. Les acteurs de la société civile sont là, ils ont leur lecture de la situation actuelle. Les partis politiques sont là, ils ont des choses à dire. Donc pour moi, il n'aurait pas fallu se limiter qu'aux politiques. Bon, je ne sais pas si dans les coulisses, il y a eu des rencontres avec les acteurs dont je parle, mais de façon officielle, il n'a pas été porté à notre connaissance, donc ce type de rencontres-là. Et je pense que pour les prochaines fois, il serait bien également d'adjoindre l'ensemble de ces acteurs-là pour entendre certainement d'autres sons de cloche et pour écouter aussi les pistes que ces personnes ressources-là aussi envisagent par rapport donc à la sortie de crise. Donc l'un dans l'autre, c'est une rencontre certainement à enjeu, mais qui avait pour objectif de préparer surtout la rencontre le sommet de la 4 décembre prochain. Alors, qui a pour ambition de préparer le sommet, Mahamadou Issoufou avait une autre casquette. Il a salué l'ouverture d'esprit et l'ouverture au dialogue du président de la transition, mais il a également indiqué être mandaté par le secrétaire général des Nations Unies pour assurer une évaluation stratégique sécurité et développement dans les pays du Sahel géopolitique qui regroupe donc tous les pays sous menace terroriste et du crime organisé. Est-ce donc une dimension qui vous paraît pertinente, Bernard Bougman? Oui, elle paraît pertinente parce qu'elle s'imbrique les questions de sécurité, les questions de développement, les crimes organisés, tout s'imbrique. Voilà, donc, d'un point de vue dans la situation dans laquelle nous sommes, on ne peut pas faire une mission en occultant ces choses-là. Parce que d'ailleurs, le terrorisme trouve son explication sur les questions de développement. Dans les questions de développement aussi, de cette inégale répartition des fruits de la croissance, donc les questions de développement sont là. C'est aussi lié à ça, le crime organisé. Ça, c'est pour certains, c'est l'échelle pour pouvoir, c'est le chemin pour améliorer son quotidien, même si c'est vraiment pas la méthode. Donc ici, ces éléments-là s'imbriquent. Donc on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans ça. Parce qu'en même temps, on a des besoins sur le plan sécuritaire et aussi des besoins de développement qui sont exprimés. Et le Premier ministre l'a très bien résumé au niveau de l'Assemblée législative de transition quand il a regroupé son discours en 3 points. Donc sécurité, développement, bien-être. Donc ça s'imbrique. Là, effectivement, au niveau de l'ONU, que ce soit son représentant ou ceux qui sont à Ouagadougou, les questions de développement et les questions sécuritaires sont à traiter au même lieu. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons gagner du terrain sur le plan sécuritaire, il faut enclencher aussi la dynamique de développement. Alors, Geoffroy Vara, là encore, le médiateur pour le Burkina de la CEDEAO a pour mission d'évaluer donc ce couple sécurité développement, ce couple, de faire une évaluation stratégique de ce couple sécurité et développement dans les pays du Sahel géopolitique. On peut se demander pourquoi depuis on n'a pas évalué cette situation et qu'on n'a pas trouvé les pistes ou les solutions idoines pour y faire face. Non, moi je ne pense pas que la question de l'évaluation ce soit quelque chose de daté et récemment, non. Je pense que ce qui se passe dans nos pays est suivi depuis, et puis les pays de la CEDEAO se rencontrent très souvent. De quoi parle-t-il si ce n'est pas l'évolution de la situation sociopolitique dans leur pays et sécuritaire évidemment, puisque c'est devenu la préoccupation. Maintenant, c'est vrai que dans certaines missions, on met souvent ces contenus-là aussi parce que c'est des questions de l'heure et c'est de la préoccupation de l'heure. Quand ils vont se rencontrer le 4 décembre, ça ne sera pas pour parler autre chose que de cela. Quand on parlera du Burkina Faso, je ne pense pas qu'on puisse éluder les questions de sécurité parce que c'est celles-là qui sont d'abord le préalable à des élections ou plutôt l'élément favorable et déterminant pour qu'on puisse passer à des élections qui soient sereines. Donc c'est forcément une préoccupation. Et si ce n'est pas dans son agenda, je me demande ce qu'il vient faire ici. Donc il doit évaluer cela, voir comment est-ce que ça va. Et puis je pense qu'ils sont aussi, quoi qu'on dise, sensibles au discours que nous pensons être seulement celui de l'intérieur. On a eu notre Premier ministre qui est passé devant l'Assemblée législative de transition. Quand vous l'avez écouté, je ne sais pas si dans les projets structurants qui peuvent aller jusqu'à 10-20 ans, il a été absent, il n'a pas été absent. Il a parlé des chemins de fer, des questions de faisabilité, de travaux sur certains axes et tout. Mais si c'est le retour à l'ordre normal, c'est qu'il faut de façon précise pour les élections, je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu de la matière?
On va parler du retour à l'autre. Je vais dire que ils sont aussi sensibles à ça. Donc, c'est aussi un signal. Donc, quand ils viennent, ils veulent se rassurer que c'est vraiment une priorité. Parce que le rôle d'une transition, c'est faire une transition. C'est de s'arrêter. C'est de s'arrêter. Le moment venu. Normal. Donc, ils regardent aussi tous ces signaux-là. Ils sont sensibles à ça. Et quand ils viennent se rassurer. Pour comprendre, c'est vrai que le discours qu'on tient à l'intérieur, parce qu'il y a les besoins aussi qui sont ceux de l'intérieur, oui. Mais il y a des signaux qu'on envoie, parce qu'il y a d'autres aussi qui observent tout cela. Et donc, quand ils ne sont pas rassurés, ils demandent. Je crois que c'est de ça que tout cela participe. Et puis, quand on regarde, c'est une CEDEAO aussi qui, de façon générale, est devenue un peu plus large, avec la plupart des pays. On a vu la décision qui est tombée il y a quelques heures seulement sur la Cour de justice de la CEDEAO, avec la possibilité donnée maintenant de pouvoir, pour ce qui est des populations, faire recours à elles pour un certain nombre d'éléments, alors qu'on était suspendu, même pour les dossiers qui y étaient. Donc, je veux dire qu'il y a des choses qu'on sent évoluer positivement dans la façon dont la CEDEAO traite ces pays-là qui sont dans des moments d'exception. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre, je me dis que on est un peu loin des postures qu'on avait contre le Mali à un moment donné, qui étaient très incompréhensibles, très dures et qui étaient de nature à asphyxier les populations plutôt qu'autre chose. Et puis bon, ils ont tous compris aussi que ce n'est pas ça qui donne des résultats, parce que les militaires au Mali ont eu leur capital sympathie augmenté, et ils n'ont eu même que le mérite de se retrouver plus unis dans comment dire cela, dans ce que mettait la CEDEAO devant elle, et donc devant lui, parlant du Mali. Et donc la douleur là les a encore approchés des militaires. Donc on a eu l'effet contraire des sanctions qu'ils voulaient, et bien au contraire, c'est une CEDEAO qui a été bien désavouée au Mali, et puis ils ont trouvé des alternatives, ils ont pu résister jusqu'à maintenant. Et donc quand vous êtes passé par ce chemin-là, vous avez eu cette option-là et que ça n'a pas marché, et que vous voyez une Guinée qui est ouverte sur la mer et qui, dans le contexte, n'est pas celui du Mali et qui a beaucoup plus d'alternatives, vous savez que vos sanctions seront comme un coup d'épée dans l'eau. Vous comprenez qu'il faut changer la donne, sinon c'est la CEDEAO des masses qui va désavouer le syndicat des chefs d'État comme ça se fait habituellement. Vivement donc qu'on ait donc cette CEDEAO des peuples proclamée depuis longtemps. En fait, la double casquette de Mahamadou Issoufou, qu'il est à la fois médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso, mais qu'il a été mandaté par le secrétaire général des Nations Unies sur ces questions de sécurité et de développement. Oui, c'est une bonne chose, parce que, comme on le dit, trop de viande ne gâte pas la sauce. Sinon, en réalité, les Nations Unies ont un système ici, que ce soit qui gère les questions de développement, les questions politiques également. Donc, le secrétaire général des Nations Unies a certainement, jour après jour, le point de la situation du Burkina, que ce soit sur le plan sécuritaire, économique, institutionnel et politique. Ils ont certainement des informations, souvent mieux que nous, sur la réalité donc de la situation que nous vivons. Mais si malgré ça, ils estiment que le médiateur de la CEDEAO peut également leur donner des éléments d'information, ou en tout cas peut leur être utile en termes de renseignements, d'informations sur les questions de développement. Mais aussi de réponses. J'imagine que ce ne sera pas seulement de donner des éléments d'information, mais de proposer aussi des réponses qui vont avec la situation en cours dans le Sahel. Oui, c'est toujours bien qu'il y ait des propositions, comme je le dis, mais je sais qu'ils ont aussi ces éléments de réponse. Le PNUD, par exemple, qui est au Burkina, a plus d'éléments d'information sur la situation actuelle que le président Mahamadou Issoufou. Les autorités actuelles du Burkina ont des éléments d'information. Je vais dire l'État burkinabé peut fournir aux Nations Unies de plus amples informations sur les questions de développement et sur les autres aspects. Mais, comme je dis, c'est toujours bon à prendre d'ajouter du
du sable à la situation actuelle pour indiquer que bon, on peut toujours faire plus, on peut toujours améliorer. Ça fait aussi bien de donner le sentiment que vraiment les Nations Unies sont préoccupées. Au lieu de désigner un autre représentant, celui de la CEDEAO peut faire déjà le travail. Sinon, le travail qui est demandé, à mon avis, à Mamoudou Issoufou est déjà connu. On sait où nous en sommes, d'où nous venons et quels sont les scénarios probables qui se présentent à nous. Maintenant, il appartient aux différents acteurs de jouer franc jeu et de mettre en avant les intérêts du Burkina et de la sous-région. Mettre en avant les intérêts du Burkina et de la sous-région, mais en ayant cet horizon du retour à l'ordre constitutionnel normal, entre guillemets, qui sera une fois de plus sur la table des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO le 4 décembre prochain à Abuja. Selon vous, et rapidement, dans quelles conditions doit s'opérer ce retour pour que le Burkina, on commence par vous, juge Bernard Bougma, pour que le Burkina solde effectivement les comptes de son passé douloureux, de son passé institutionnel douloureux? Non, je pense que c'est une normalisation progressive qui va commencer par naturellement une inversion des tendances au niveau de la question sécuritaire, de la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la confiance entre administrateurs et administrés, entre gouvernants et gouvernés, entre justiciables et justiciers. Donc, c'est d'abord ça. Donc je parle de normalisation progressive parce que la confiance est beaucoup effritée, surtout entre l'homme politique et le citoyen lambda qui ne s'est pas effectivement engagé en politique, mais qui regarde les choses de loin, qui l'apprécie et qui parfois aussi qui fantasme sur des réalités qui ne sont pas vraies. Voilà. Donc des choses qui ne sont pas vraies. Mais maintenant, je dis, ça va passer par ça, jusqu'effectivement on ait des élections, maintenant qui vont se reposer sur des institutions crédibles qu'on aura travaillé davantage à renforcer. Voyez-vous, la transition de 2014-2015 a cru bien faire en opérant certaines réformes qui après se sont révélées avec suffisamment de limites. Donc avec suffisamment de limites parce qu'il n'y a pas eu soit le recul nécessaire, ça a aussi été fait à la va-vite pour que quand l'homme politique arrive, qu'il n'ait pas le choix de l'appliquer, mais ce qu'à l'épreuve terrain, ça a été très très compliqué. Voilà l'une des réformes qui, plus ou moins pas très aboutie, c'est le Conseil supérieur de la communication. Quand on regarde déjà la composition du collège, on se rend compte que quand même il y a un déséquilibre. Voilà. Et après, aujourd'hui, ce qu'on a voulu que l'autorité caporalise, l'autorité l'a bloqué, déposé. Et sur bien d'autres réformes d'envergure. Donc je pense que c'est pourquoi j'ai personnellement dit, et j'insiste là-dessus, qu'on aurait pu augmenter le quota de l'homme politique à l'Assemblée nationale. Parce que quand une entité qui n'est pas politique, son nombre dépasse l'homme politique à l'Assemblée, alors que les lois qu'on va voter là, il ne faut pas rêver. Quand on aura les élections, ce sont des hommes politiques qui vont venir l'appliquer. Il faut l'associer pour qu'avec un certain nombre de recul, surtout pour les plus expérimentés, pour qu'on aide, sinon ça là. Mais maintenant, pour revenir effectivement à ça, donc cette normalisation progressive qui va nous amener aux élections, bon, pour pouvoir continuer sur les chantiers de développement. Mais la procédure, elle est fastidieuse parce qu'on n'a pas suffisamment de délai pour un territoire où on a perdu des portions. Donc, ça demande effectivement un travail de fond, une mobilisation conséquente des ressources humaines, des ressources financières, la logistique, pour pouvoir effectivement faire ce combat. Donc, en réalité, on a plusieurs leviers à activer en même temps, mais qu'on doit effectivement manipuler avec suffisamment de tact et de responsabilité. Oui, Geoffroy Wara, certains parlent du retour à l'ordre constitutionnel normal, brandissent le retour à l'ordre constitutionnel normal comme un slogan, comme si ça devait s'opérer ici et maintenant. Bien sûr que la transition doit durer donc 20 mois, je crois qu'on a encore 20 mois, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, quelles sont les conditions de sécurisation qu'il faut remplir pour y arriver et que fait-on si on n'arrive pas à inverser de façon pertinente cette tendance? Bon, déjà, si on n'arrive pas à inverser la tendance, je pense que la préoccupation sera pire qu'aujourd'hui. Toujours sur la question sécuritaire, et on se posera la question si Ouagadougou même va y échapper. Donc moi, je vais dire que c'est un futurible que je ne souhaite même pas envisager. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on travaille à ce que
on ait plutôt cette inversion de tendance-là et qu'on atteigne des proportions qui permettent que très vite aussi on passe à des élections. Mais en même temps aussi, je pense qu'il faut, et pour moi c'est très important, il faut accepter d'aborder la question du processus électoral. Un pays ne se construit pas sur le solutionnement de ce qui est ponctuel, conjoncturel. Tant que vous n'avez pas la vision, vous n'êtes pas structurel, vous n'êtes pas projeté sur des années en avant, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que vous commettrez toujours les mêmes erreurs. C'est les navigations à vue qui nous ont mis dans le problème dans lequel nous sommes. Il faut qu'on en tire leçon. Des élections vont arriver. Ça, c'est ce qu'on peut souhaiter parce qu'on va reprendre du poil de la bête, on va réinverser la tendance. Mais ce n'est pas quand le moment des élections là arriveront qu'on va commencer la réflexion sur ce qu'il faut comme réforme pour nos textes, pour que celui qui sort de ces élections-là, ça ne se répète pas comme ce qu'on a vu avant. Que ce ne soit pas le dieu argent qui désigne qui sera notre président. Il y a des éléments sur lesquels on doit commencer à réfléchir aujourd'hui. Et pour cela, on ne doit pas se dire « Oh, c'est seulement faire la guerre et qu'après on va discuter de ça ». C'est vrai, la priorité, c'est la question sécuritaire. Mais il faut penser aussi qu'après l'inversion de tendance, il y aura forcément des élections. Et ça aussi, il faut les penser. Et ça, c'est très important. Donc, il faut travailler concomitamment sur les deux leviers, n'est-ce pas? Il y a des gens dont le rôle, ce n'est pas d'aller au front, mais qui savent réfléchir là-dessus. Il y a des gens dont le rôle aussi, c'est de faire la guerre. Et aujourd'hui, il y a eu un appel populaire qui a été lancé. Sur les 50 000 VDP qu'ils voulaient, c'est 90 000 qui sont venus toquer aux portes. Donc, il y a cette adhésion populaire-là des choses. Donc, on a plusieurs problèmes. Ce n'est pas forcément gérer l'un après l'autre, mais il y a des problèmes que nous savons qui deviendront un problème du jour. Donc, il faut commencer à y réfléchir et pour moi, ça, c'est important. Sinon, on peut bien se sortir de la guerre et puis désigner quelqu'un qui va nous remettre dans ce même problème dans lequel nous sommes aujourd'hui, du fait de son incompétence et de son indolence. Non, c'est ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas revenir en arrière et de toute façon la roue tourne et nous on a l'espoir que les choses vont s'arranger. Alors, ce retour à l'ordre constitutionnel, comment vous voyez ça, vous, Inoussa Ouedraogo? Je pense que ce que les uns et les autres ont dit, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir retourner à l'ordre constitutionnel normal sans interroger justement ce qui nous a amené à quitter l'ordre constitutionnel normal. Voilà. Il y a un certain nombre de problèmes, dont justement la réforme de l'armée. Comment faire en sorte que l'armée ne s'invite plus jamais dans le jeu politique? Comment faire en sorte que les militaires retournent définitivement dans les casernes et se consacrent exclusivement à ce pourquoi une armée est faite? Tant qu'on ne résout pas ce problème-là, c'est sorti de piste parce que les sorties, disons, quand on viole la Constitution assez souvent, les coups d'État, c'est les militaires. Si on réussit à faire en sorte que nos militaires intègrent que quelle que soit la situation dans notre pays, il appartient au peuple de prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités, et qu'il ne leur revient pas de justifier la prise du pouvoir par quoi que ce soit, je crois qu'on serait avancé. Deuxième élément, je pense qu'il est important que nous puissions réfléchir à des institutions qui nous ressemblent et qui nous permettent de résoudre nos problèmes. Il nous appartient de nous adapter il nous appartient d'adapter la démocratie à notre situation, à notre environnement, à nos cultures, à nos valeurs, à ce que nous voulons, etc. Et non pas vouloir que ce soit nous qui nous adaptions à la démocratie qu'on nous a vendue. Ça, c'est important. Donc, pour ça, il faut des institutions qui permettent de régler les problèmes des Burkinabés au quotidien. C'est ça aussi un État. Sinon, quand on a le sentiment que les institutions que nous avons sont des institutions copier-coller, sont des institutions pour la forme, juste pour organiser des élections à coups de milliards très souvent, et des institutions qui coûtent beaucoup cher. C'est vrai que la démocratie coûte cher, mais quand les institutions coûtent cher, au
détriment des besoins du peuple, ça peut poser problème. L'autre aspect aussi, c'est l'éducation à la citoyenneté, qui est quelque chose de fondamental, parce que quand vous avez des citoyens bien formés, politiquement conscients, il y a des choses évidemment qu'on ne peut pas les faire. Et juge va parler du poids de l'argent, c'est très fondamental. Il y a l'Institut néerlandais pour la démocratie en collaboration avec Arga qui avait publié il y a 2 ans le coût des élections au Burkina, mais vous tombez des nues. Et ils ont bien indiqué que quand on a la dizaine de milliards, on peut être président au Burkina Faso. Et donc ça veut dire que n'importe qui peut se présenter, pourvu qu'il ait de l'argent, et il peut prétendre diriger le Burkina sans forcément avoir un programme politique de fond. Et donc il nous appartient également de travailler sur ce terrain-là pour ne pas que notre démocratie soit transformée en plutocratie, parce qu'en définitive, c'est ça qui entraîne également les instabilités régulières. Impliquer le peuple, faire des réformes courageuses aussi bien au niveau de l'armée qu'au niveau des institutions, et faire en sorte donc que plus jamais les militaires s'invitent dans les jeux politiques. Vous avez dit qu'il nous faut bâtir, construire des institutions qui nous ressemblent. J'ajouterais même qui nous rassemblent. Mais la CEDEAO, par exemple, met le curseur sur les élections, tandis qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a beaucoup de défis. Comment on fait pour concilier les deux positions? Oui, maintenant, il appartient à la CEDEAO de tirer leçon de tout cela. Son rôle, c'est d'accompagner les pays et non pas de se mettre devant pour montrer la voie à suivre. Parce que c'est ce qu'elle a fait jusque-là et malheureusement, ça n'a pas suivi. Donc, la CEDEAO, à mon avis, ne doit pas jouer forcément le rôle de la locomotive. Il y a des principes qui sont connus. Nous savons tous qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans la démocratie, mais le rôle de la CEDEAO justement devait être de contribuer à accompagner nos pays, à réussir notamment les transitions de ce genre-là, mais surtout à éviter qu'on tombe encore dans ce genre de situation-là. En discutant avec les acteurs politiques, en discutant avec les acteurs étatiques, les responsables chargés de l'organisation des élections, la CEDEAO peut mieux aider à construire nos démocraties que de jouer aux gendarmes en ayant la chicotte pour indiquer là où on doit aller. La démocratie ne s'impose pas, même pas par les armes. On a vu des pays dans lesquels des pays occidentaux ont pensé qu'on pouvait instaurer la démocratie par les armes, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye. On a vu que ça n'a pas prospéré. La CEDEAO a souvent tendance à vouloir répéter la même chose, même s'ils n'utilisent pas les armes. Ils ont tendance à vouloir forcer les gens à aller vers la démocratie. Pourtant, son rôle, ce n'est pas de ça. Son rôle, c'est plutôt de travailler à renforcer la démocratie, à renforcer les institutions, à renforcer aussi les acteurs, afin donc qu'elles ne soient pas tentées. Donc l'un dans l'autre, je pense que la CEDEAO a compris maintenant et elle est en train de jouer bas la terre, de faire profil bas pour accompagner les différents acteurs donc à aller vers un processus électoral beaucoup plus libre, plus transparent. Accompagner, ne pas jouer à la locomotive, mais en même temps, il faut bien qu'on indique qu'il y a un timing à respecter, n'est-ce pas, Geoffroy? Oui, je pense aussi que il faut accepter que la CEDEAO, avec sa façon de fonctionner, et puis pour avoir toléré beaucoup de choses, je parle entre présidents et de la façon dont chacun d'eux gérait leur pays de façon respective, en tolérant toutes ces choses-là, se sont rendus coupables de la fragilisation des pays qui composent cet espace communautaire-là. Ils ont fermé les yeux sur ce qui se passait en Guinée avec Condé. On a vu ce que c'est en train de donner. Ils n'ont pas tenu un discours de vérité avec le Mali et Ibeka et ces questions de corruption qui mettaient au cœur des membres de sa propre famille. Ils n'ont pas peut-être aussi donné un discours de vérité à Roch Kaboré face à un terrorisme et les accusations qu'il portait sur certains autres clans. Ils ne se sont pas dit beaucoup de vérité. Et maintenant, ils se retrouvent pour un espace qui a pour vocation d'abord, qui est un espace économique, donc des questions de développement.
se retrouve à avoir la question sécuritaire qui est le fondamental pour qu'il y ait des activités qui prospèrent, à se retrouver sur ce chapitre-là. C'est pour ça aussi qu'il y a des alternatives. Quand moi je regarde par exemple l'initiative d'Accra, sur lequel il y a eu beaucoup de critiques. C'est-à-dire que les mêmes pays sont obligés de trouver des regroupements en interne pour seulement attaquer la question sécuritaire elle-même. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est concerné au même titre et au même chapitre par cette question sécuritaire-là, qui est le préalable à toutes les autres questions, développement et tout ce que vous voulez. Maintenant, quand on regarde aussi quelquefois le discours, la façon dont on prend les choses, par exemple au Burkina, moi j'ai dit, on dit non, la CEDEAO doit être comme ceci. Maintenant, quand d'autres se réunissent pour faire quelque chose, on dit non, écoutez, il faut être prudent. Celui-là, on ne sait pas. Oui, il faut être prudent, je suis d'accord. Ouais. Mais quand on regarde, c'est quand même... les gens oublient que le cas d'initiative là d'Accra a permis en 2017, 2018, 2019, ils ont eu ce coup de la goût ou quoi là, 1, 2, 3, ils ont eu des bien sûr, il y a eu des opérations de sécurisation au niveau des zones transfrontalières. Près de 700 personnes ont été arrêtées, des armes artisanales et tout ça. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'intéressant. Et ça concerne 4 frontières. Le Burkina seul ne peut pas freiner l'évolution de ces terroristes. Et puis eux, ils ont compris. Et regardez comment les gars sont en train de fonctionner. Il y a longtemps que pour eux, les frontières, ça n'existe pas. On se rappelle de leur mouvement d'unité du djihad en Afrique de l'Ouest. Mais il y a longtemps qu'ils sont dans la mutualisation, il y a longtemps qu'ils sont dans l'effacement des frontières. Nous, on est encore dans les acquis de ce que nous-mêmes nous critiquons. Ce qu'on a reçu de la colonisation, c'est tracer les frontières là, c'est le colon. Mais on est encore dans le fragmentement de ces choses-là pour dire que non, on ne peut pas aller à ceci, on ne peut pas aller à cela. Quand il y a des regroupements, on doit intelligemment aller pour savoir ce qu'on y gagne, poser nos conditions. On a le Mali qui a été observateur, Niger qui a été observateur pendant longtemps et qui y est entré. Il y a le Nigeria qui est en train de regarder, il dit il n'y a pas de problème, on peut financer, on peut venir dans l'appui aérien et tout. Le Burkina doit savoir ce qu'il veut. Le problème n'est pas de dire ceux-là qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour nous. C'est nous qu'est-ce qu'on y gagne. C'est comme ça que les nations se construisent, en se posant la bonne question dans chaque regroupement quand on y va. Qu'est-ce qu'on y gagne et quelles sont les conditions qu'on doit poser. Maintenant, il y a des gens de pays là, quand on regarde autour, dès qu'ils voient un petit regroupement, ils viennent, non, on veut financer. Ceux-là, ils font très peur. Je ne veux pas citer de nom, mais ils font très peur. Oui, c'est ça. Et c'est là où il faut être vigilant, et je suis d'accord. Mais quand vous regardez, 275 milliards de francs CFA, je pense que ce n'est pas ce que nos États-là ne peuvent pas avoir réuni en termes de financement. Si c'est ce qu'il faut pour une force de 10 000 et pour pouvoir contrôler le terrorisme, si on est honnête avec nous-mêmes, je pense que la proposition burkinabé, elle est très intéressante. Pour ne pas se retrouver demain, comme on a vu avec le Mali, où on vous dit qu'on vient vous aider contre le terrorisme. Ils sont en train de descendre vers la capitale. On les repousse, il peut arriver quelque part, on dit non, on ne bouge plus. Et on les sécurise et on fait un cordon. Si c'est pour faire ça, et puis on a des ONG qui pullulent et qui viennent donner de l'argent, qui viennent justifier les lignes et tout ça, aller comme des antennes de captation de sous, prendre l'argent ici et là, et puis venir faire de l'administratif, tout fini dedans, et puis après on n'a que des miettes pour les populations. Si c'est ça, ce n'est pas bon. Donc il faut accepter d'abord quelque chose, on ne peut pas tout seul régler certains problèmes. Et quand vous partez à des regroupements, soyez seulement vigilants pour poser vos conditions. Je crois que c'est comme ça. Ça vaut pour la CEDEAO, ça vaut pour l'initiative d'Accra, ça vaut pour toutes les initiatives vers lesquelles on va aller. Ça vaut pour toutes les initiatives. D'ailleurs, quand vous voyez les pays membres de l'initiative d'Accra, au début, si vous voyez la carte de l'Afrique, vous voyez que ce sont les 4 pays en dessous du Burkina, donc les 4 pays côtiers qui ont des frontières avec le Burkina, qui ont formé cette alliance-là avec le Burkina, qui est donc considérée comme une digue, et on travaille aujourd'hui à ne pas la faire tomber. On parle du retour à l'ordre constitutionnel, on parle des transitions politiques, et cette affaire de retour à l'ordre constitutionnel n'est pas seulement l'apanage du Burkina, elle ne concerne pas que le Burkina. On en parle aussi en Guinée, on en parle aussi au Mali, qui sont 2 pays membres de la CEDEAO, engagés aussi dans des processus de transition politique après des coups d'État. Mais à Conakry, il y a un dialogue qui s'est instauré, ouvert le 24 novembre dernier, qui doit se tenir jusqu'au 15 décembre prochain. Mais ce dialogue n'apporte pas l'adhésion de tous.
Oui, en fait, la Guinée est différente du Mali et du Burkina. Parce que nous, c'est beaucoup plus les questions de terrorisme et c'est la recherche, la quête d'une meilleure solution à la question du terrorisme qui fait que nous sommes dans une telle situation. Je prends pour le Mali, tout a commencé quand Amadou Toumani Touré a été renversé par Aya Sanogo. Bon, c'est une transition qui était assurée par John Kounda. Une élection est venue, Ibeka élu et réélu qui a été renversé, et puis il y a eu un coup d'État dans le coup d'État. Donc en quelques années, les Maliens ont multiplié les putschs, 3 au total. Nous, c'est un peu préparé. Donc la réponse du président Kaboré qui ne satisfaisait pas, qui est renversé, son renverseur renversé. Donc nous, en un temps de corps, on a fait voilà, ce coup d'État-là. Bon, voilà, donc, mais la Guinée, c'est effectivement une CEDEAO qui a accompagné entre griffes quelqu'un droit au mur avec des incertitudes qu'on connaît. Bon, ils étaient deux d'ailleurs au même moment, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Alassane, en montant sur le perchoir, Alassane Ouattara, il y avait 85 morts que la crise post-électorale, la plus récente là, oui, en fait, je ne parle pas de l'ancienne, 85 morts, 400, plus de 400 blessés. Donc, et 484 blessés au total, selon les chiffres que l'élection de 2020. Oui, tout à fait. Et il y avait combien 167 inculpés, 45 écroués. Ce sont des chiffres livrés d'ailleurs par le ministre porte-parole en son temps, Sidi Touré, à l'heure du bilan. Donc, et la CEDEAO a regardé tout ça faire. En Guinée, il y a eu aussi des morts. La CEDEAO a regardé faire. Maintenant, Alpha Condé est renversé, la CEDEAO est réveillée. Oui, un peu de sanctions. Voilà que la Cour de justice d'ailleurs vient de lever la suspension qui fait que les citoyens guinéens, burkinabés, maliens ne pouvaient même pas saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, maintenant, bon, là-bas, il s'agit de régler un certain nombre de choses, d'organiser les élections et puis passer à autre chose. À la limite, mettre une constituante en place. S'il faut aller à un référendum et tout, ben, je pense que la Guinée, en un an, pouvait boucler cette transition. Ce qui reste, c'est quoi? C'est vider les placards. Et les procès ont commencé. Le procès du 28 septembre a commencé. C'est vrai, il y a d'autres procès. Mais ça, c'est pas sorcier. Vous donnez les moyens à la justice, vous permettez d'activer, puis c'est parti. Après l'insurrection populaire, il y a des dossiers emblématiques qui ont été jugés au Burkina. L'affaire Thomas Sankara, l'affaire du coup d'État du 15 septembre, et puis, comment on appelle ça, l'affaire d'Abou Boukari, et il y a d'autres dossiers qui vont être engagés. Donc, il suffit de donner des moyens à la justice guinéenne pour activer ces dossiers qui sont retenus longtemps dans les placards, parce que la scène politique guinéenne a endeuillé beaucoup de familles. Il y a rare de manifestations d'ailleurs politique en Guinée, sur fond de manifestations sans qu'il n'y ait mort d'homme. Et donc, mais la transition prend du temps. Transition prend du temps. On met un dialogue inter-guinéen. Elle-même, elle ajoute des cadavres aux cadavres. Oui. Alors que j'ai dit, en ce qui concerne la Guinée, d'un point de vue, en dehors des questions, comme on appelle ça, les questions judiciaires, qui sont vraiment imboulés en Guinée, le reste là, ça peut se gérer. Parce qu'une transition n'a pas vocation à s'éterniser. C'est pourquoi on l'appelle transition. Ce n'est pas un mandat. Donc, c'est quelle autre réforme que Doumbouya et ses hommes vont porter qui va être différente de ce que les autres vont revenir après, comment on appelle ça, une vie constitutionnelle normale. Sincèrement. Donc là, c'est différent. Mais pour le cas malien, là, effectivement, c'est différent. C'est parce que là, c'est comme au Burkina Faso. Mais c'est un Mali aussi qui plaide devant cette même CEDEAO qu'on lève les sanctions, parce qu'il y a toujours des sanctions qui pèsent sur les autorités maliennes, 150 personnalités au total, qui sont restreintes de déplacement avec leur entourage. Pendant ce temps, son voisin putschiste a trôné à la tribune de l'ONU. Parce qu'aux yeux de la communauté, de la fameuse communauté internationale, il y a des bons putschistes et il y a des pas bons putschistes. Donc les Maliens regardent tout ça avec suffisamment de recul, disent bon, c'est mieux que nous nous débrouillons pour nous en sortir. Si on a à cette allure, on risque d'être étouffés. Donc c'est ce 2 poids 2 mesures de cette même CEDEAO qui ne facilite pas les choses. Mais je pense que Doumbouya, de mon point, est tenté quand même d'exagérer sur sa transition. Ça, c'est ma lecture. Alors, Doumbouya tente d'exagérer sur sa transition. Le dialogue
dialogue interguinéen ne se passe... Bon, on ne peut pas dire qu'il ne se passe pas bien. Pour le moment, il y a des entités qui refusent d'y participer. On ne sait pas si l'appel qui leur a été lancé sera entendu. Et au Mali, il y a quand même un regroupement de politiques, de regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel qui donne aussi de la voix et qui s'inquiète de la façon dont cette transition est gérée. Sur le cas guinéen et malien, votre regard, juge Inoussa Ouedraogo? Non, je pense que la situation au Mali est fondamentalement différente de celle que nous avons en Guinée. En Guinée, on sait qu'ils n'ont pas véritablement des problèmes, des préoccupations au niveau sécuritaire. Et donc, alors que ça, c'est une dimension assez importante quand on prend les autres transitions comme au Mali ou au Burkina. Donc, je pense que la Guinée peut rapidement s'en sortir et aller vers des élections crédibles. Même sur les questions de dossiers judiciaires, ce n'est pas l'exécutif qui le gère. Ce sont le pouvoir judiciaire. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça doit pouvoir se régler avec ou sans Doumbia au pouvoir. Surtout que le processus a été enclenché. Au Mali, c'est encore plus difficile. C'est une situation vieille de 10 ans où la situation sécuritaire n'est pas encore maîtrisée, où la dimension géopolitique de la crise fait qu'il y a plusieurs acteurs au niveau international qui s'y retrouvent, qui sont en train de se mener eux-mêmes des guerres insensées. Et à l'interne également, il y a la situation politique avec beaucoup de certains qui se sont exilés, beaucoup de réformes qui sont en cours et qui ne rencontrent pas l'assentiment des acteurs majeurs que sont les politiques eux-mêmes. Donc là-bas, c'est encore plus compliqué et je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps qu'en Guinée. On peut aller vite en Guinée, mais au Mali, la situation est beaucoup plus complexe. Mais l'un dans l'autre, je pense que les acteurs maliens doivent aussi se parler, tout comme les acteurs guinéens ont commencé à se parler. Et comme on l'a toujours dit aussi, les acteurs burkinabés doivent se parler à travers une conférence nationale souveraine pour se dire les vérités, pour surtout regarder là où ils ont trébuché, afin donc que plus jamais cela n'arrive. Pour moi, le plus important, c'est vrai, c'est le présent, mais c'est de regarder quelle démocratie nous voulons pour demain, quel avenir nous voulons pour nos enfants et quel pays nous voulons léguer donc à nos petits-enfants. Quel avenir, oui, je vais vous restreindre, quel avenir nous voulons pour nos enfants et quel pays nous voulons pour les générations futures. Juge Geoffroy Vara, je vous donne 1 minute pour porter votre regard donc sur ces transitions en Guinée et au Mali qui seront également sur la table de la CEDEAO le 4 décembre prochain. La situation au Mali, elle est connue. On est face à un genre d'autodétermination, la perception de certains, et puis pour d'autres personnes, un dictat, celui d'une junte. Mais dans tous les cas, pour beaucoup qui observent, et pour une bonne masse d'Africains de ceux de la sous-région, c'est de regarder un cas école à ciel ouvert et se dire, espérons que ça va réussir. Parce qu'ils ont décidé de gérer les choses par eux-mêmes. On est en train de voir ce que c'est en train de donner comme conséquence, ces choix qui sont en train d'être faits. Est-ce que c'est vraiment éclairé comme choix? Mais en tout cas, tout le monde espère que ça marche. Les Maliens ont décidé de le faire à la sauce malienne et ça, on est en train d'observer. Quant à la question guinéenne, ça, c'est tout autre chose. Voilà M. Doumbia qui dit d'abord la transition, là, le délai que Ambalo avait donné n'était pas vrai. Il ne nous a pas rencontrés, on n'en a pas parlé. Après, sous la pression, ils viennent reconnaître que, bon, c'est vrai, ces 2 ans, on en avait parlé, c'est vrai, c'est calé, c'est comme ça. Et il est entré dans une répression dure contre toute manifestation dans son pays, pendant près de 5 mois. Et comme ça ne va pas, maintenant, on a un dialogue qui est en train d'être chapeauté par l'international. Les gens, les mêmes personnes qui critiquent à longueur de journée. On a vu le discours de Boni Yayi lors de l'ouverture de ce dialogue-là, qui demandait aux autres de venir. Mais c'est un dialogue qui est en train de se faire avec la plupart, excusez-moi, en grippe, de petits partis. Le RPG n'y est pas, la NAD n'y est pas, le FNDC n'y est pas. Ceux qui pèsent n'y sont pas. Donc, lorsque vous êtes en train de parler de comment est-ce qu'on va revenir à un ordre normal, avec même une constitution, une nouvelle constitution, et comment est-ce qu'on va y arriver, sans que ces partis majeurs-là y soient, je me pose la question de savoir, est-ce que ça ne sera pas encore vomi
par la rue et avoir en face la rue? C'est la grande question que je me pose sur celle guinéenne. À l'image du Tchad, mais espérons que les choses se rentrent dans l'ordre d'une manière ou d'une autre, aussi bien en Guinée qu'au Mali et au Burkina Faso, pour qu'on avance. Terminus pour cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la première de cette semaine qui commence et qui a jugé l'évolution des transitions politiques en Afrique de l'Ouest. Merci au juge Bernard Bougman. Merci. Merci. Merci à Geoffroy Barra. Merci. Et merci Inoussa Ouedraogo. Merci. Merci aussi aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truy TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Prenez soin de vous en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, même heure, même chaîne, toujours avec un maillet aussi juste, incisif et sans complaisance.